Fin août 2023, Akio Iyoku, le numéro 2 de Dragon Ball après Akira Toriyama, chef de la Dragon Ball Room auprès de la société éditrice Shueisha, était sur le départ pour fonder sa propre société, la Capsule Corporation Tokyo, avec pour objectif bien défini de continuer de gérer les animés, les productions en film et jeux vidéo liés à Dragon Ball, ce qui sous-entendait à l'époque une récupération de la gestion des droits, et une telle perte pour Shueisha qui les a depuis la création de Dragon Ball, il y a de cela quasiment 40 ans, est juste énorme. Aujourd'hui, avec 2 articles qui nous en apprennent beaucoup plus sur l'évolution de la situation, sur l'évolution des productions Dragon Ballesques sur les 10 années à venir, jusqu'en 2034, et nous rapporte les propos d'Akio Iyoku avec qui ils auraient pu s'entretenir directement. Salut les devins, c'est Saikyo, on va se plonger directement au cœur de ces propos. Par souci du détail, je vous préviens qu'il y a pas mal d'intermédiaires qui s'interposent au gré de la retranscription de ces propos. Ceux de Akio Iyoku en personne, uniquement les journalistes de Nikkei les ont eus et les ont retranscrits avec le degré de professionnalisme qui leur appartient en japonais sur leur propre site. Cela a été récupéré et traduit en anglais par Supa Chronicles, anciennement DBS Chronicles sur Twitter, et parfaitement ramené et traduit en français par les équipes de Dragon Ball Super-France.fr que je salue et que je crédite en description. Sachez donc que le seul élément que j'ai pu vérifier de mes propres yeux ici, c'est la traduction depuis l'anglais vers le français. Pour le reste, il faudra faire confiance aux journalistes de ce site-là. C'est toujours mieux d'avoir le produit et le matériel originel sous la main, mais quand même, ça reste une équipe de professionnels. Ceci étant dit, le premier article est nommé Indomptable Dragon Ball, hérité de la mission, une stratégie mondiale pour atteindre la prochaine génération, avec Akio Iyoku, président de la Capsule Corporation Tokyo. Alors oui, c'est acté, Akio Iyoku a réussi son coup de maître, à transiter depuis la Dragon Ball Room de Shueisha vers Capsule Corp Tokyo, dont il est à la présidence, avec, vous allez le voir, la gestion des animés, films et jeux vidéo Dragon Ball pour les prochaines années. C'est juste fou. Alors, grosse zone d'ombre de cette sorte d'interview du début à la fin, c'est quel est l'arrangement trouvé avec Shueisha. Ça n'est dit absolument nulle part. Pour qu'elle lâche un si gros bébé, c'est qu'il y a de bonnes raisons derrière. On peut directement penser à la proximité d'Akio Iyoku avec Akira Toriyama. On sait que les deux sont vraiment très proches, même très amis et collaborent bien ensemble. Et si Toriyama pose son veto pour l'une ou l'autre des directions, peut-être que Shueisha est obligé de s'y plier. Peut-être que Toriyama ne valide sa participation qu'avec Akio Iyoku, ce qui fragilise la situation de Shueisha. Ce n'est qu'une supposition, mais si l'on veut être un peu plus pragmatique, il faudrait aussi se tourner du côté des contrats. Qu'est-ce qui a été signé ces dernières années entre Akio Iyoku et Shueisha? Le diable se cache malheureusement souvent dans les petits détails et les petites lignes. Est-ce que certaines d'entre elles sont en faveur d'Akio Iyoku, lui permettant de s'émanciper beaucoup plus facilement de Shueisha, ou lui-même a-t-il dû faire des concessions? Peut-être partait-il avec l'objectif visant la Lune d'obtenir tous les droits de gestion. Ceci étant trop beau, il se pourrait, il est fort probable à mon sens, que Shueisha les garde et que chacun des deux parties ait dû faire des concessions. Akio Iyoku n'en serait pas détenteur mais aurait leur gestion en tant que producteur, tandis que Shueisha en aurait toujours la possession mais aurait nettement moins de marge de manœuvre quant à la direction que ces futures itérations de l'œuvre pourraient prendre. Savoir cela me paraîtrait important et même majeur, mais c'est gardé sous silence ici. En tout cas, l'on y apprend, je cite, que Dragon Ball fêtera ses 40 ans en 2024. Dragon Ball est une œuvre unique et étonnante. Plutôt que de considérer l'œuvre en termes relatifs ou uniformes, l'essentiel est de réfléchir à la manière dont elle devrait être réalisée en tant qu'œuvre d'art. En tant que producteur exécutif d'une œuvre d'une longévité sans précédent, nous dit Akio Iyoku, ma mission est d'élargir et de transmettre ce que le créateur original, Akira Toriyama, a créé. Je continuerai à produire des œuvres telles que des séries animées, des films et des jeux au cours des 10 prochaines années. Adopter ce qui est populaire en ce moment n'augmente pas les chances de succès. Je ne me laisserai pas influencer par les tendances actuelles, mais je créerai des œuvres qui, à mon avis, seront assez bonnes. Alors, mes très chers devins, vous le voyez, dès le premier paragraphe, ça envoie du très très lourd. Il continuera à produire et à faire produire des œuvres telles que des séries animés, des films et des jeux au cours des 10 prochaines années, soit jusqu'en 2034. Enfin, j'ai envie de dire, ils se mettent à planifier réellement des choses sur le long terme, un peu à la Marvel si l'on veut, avec ses avantages et ses inconvénients, mais la machinerie Dragon Ball semble prendre beaucoup plus de galons ici. C'est une ère qui me paraît comme étant ouverte avec Daima dès l'automne 2024. Mieux vaut tard que jamais, me direz-vous, on s'en réjouit tous. Cependant, je me pose quelques questions. Est-ce de la modestie lorsqu'il dit « j'espère que ces œuvres seront assez bonnes ». Pour obtenir l'excellence, il faut viser la perfection.
Alors pourquoi viser simplement le assez bon? Cela pourrait mener à la médiocrité. Même si dans ce premier paragraphe, il évoque Dragon Ball en tant qu'œuvre d'art, vous verrez que durant le reste de l'interview, il va grandement se positionner en tant que producteur, par les marchés, par les consommations, consommateurs, ce que nous sommes à ses yeux au final, par les retours sur investissement, par les bénéfices, parler en tant qu'entrepreneur qui veut se développer et grossir au maximum, même si, vous le verrez, il y a aussi toute une prise de recul et même un aveu d'erreur, je trouve, sur certaines phases. En tout cas, il veut nourrir le marché. Donc nous, les consommateurs et fans de séries animées, de films et de jeux au cours des 10 prochaines années, et c'est assez drôle de voir ce monsieur nous dire que adopter ce qui est populaire en ce moment n'augmente pas les chances de succès et qu'il ne se laissera pas influencer par les tendances actuelles, sachant qu'il était à la tête de la Dragon Ball Room, durant laquelle l'une de leurs premières études de marché a révélé que Broly était dans les tendances actuelles, qu'il marchait très bien notamment en Occident, ce qui les a menés tout d'abord à amener la fille Broly, Kale, c'était écrit ainsi dans les storyboards de Toei Animation, puis ensuite le film Dragon Ball Super Broly. C'est également une contradiction, ou plutôt un changement de mode de pensée d'Akio Yoku, lorsqu'il nous dit qu'il continuera de transmettre ce qu'Akira Toriyama a créé, alors que Akira Toriyama nous disait dans son premier mot concernant le film DBS Broly qu'il ne se souvenait même plus du personnage, celui de 93. Cet exemple commence à être un petit peu daté. Il est vrai que 2018, sachant que le film a été produit et pré-produit bien avant, permet à un homme tel qu'Akio Yoku de changer son fusil d'épaule. Mais c'est pareil jusqu'au film super-héros. À la base, Akira Toriyama voulait mettre en valeur Piccolo et quasiment rien d'autre. Peut-être la nouvelle génération avec Pan. Mais au final, c'est Gohan qui a reçu les honneurs et qui a reçu sa forme Beast. Celle-ci très inspirée du fameux Gohan Blanco que l'on retrouve en Amérique latine, dont Akio Yoku va nous parler dans l'interview ensuite. Alors, est-il sincère cet homme-là, désormais à la tête de Capsule Corp Tokyo, lorsqu'il nous dit que désormais, adopter ce qui est populaire n'augmente pas les chances de succès et qu'il ne se laissera pas influencer par les tendances? Chose qu'il a toujours fait jusqu'à présent, soit en se basant sur les études de marché et les tendances actuelles, soit en se plongeant sur le fanservice et la nostalgie. Mirai Trunks, entre autres, dans l'arc Zamasu, c'est lui. Ce message et ce premier paragraphe est plutôt positif, mais quand l'on voit le passif de l'homme qui énonce ses propos, on peut se questionner. Mais pour en savoir plus, continuons d'étudier ce qu'il a pu nous dire. Paragraphe numéro 2. Quand l'engouement s'est calmé. Il fut un temps où l'engouement pour Dragon Ball, qui s'était répandu dans le monde entier au cours des 40 dernières années, s'était apaisé. Lorsque je suis devenu directeur de la Dragon Ball Room de Shueisha en 2016, je ne pouvais pas visualiser ce qui se passait réellement. Il y a 7 ou 8 ans, je suis allé, nous dit-il, à un grand événement au Brésil appelé CCXP. On m'a dit que les dessins animés japonais étaient populaires en Amérique du Sud, mais dans les faits, il y avait une différence par rapport à ce qu'on m'avait dit. Les retours des fans ont été faibles. Il était peut-être au sommet de sa popularité lorsqu'il était diffusé en Amérique du Sud. Je pensais aussi que c'était le résultat d'un zèle ou d'une méthode à l'ancienne. C'est pourquoi, à partir du film Dragon Ball Super Broly en 2018, nous avons pris des mesures telles que la participation active à des événements. Alors de nouveau, on ressent cette espèce d'aveu d'échec. On a l'impression que 6 ans plus tard, après 6 ans de relative absence de Dragon Ball, en tout cas beaucoup moins mainstream qu'avec l'animé, il se rend compte que ce n'était pas si bon que ça de tout couper d'un coup, de disparaître. Et vous allez voir qu'il va y revenir dessus à la suite. Il se rend compte que leurs propres études de marché, ce qui les mène à faire du Broly, à faire du Gohan Blanco, à faire des choses qui plaisent aux Américains ou à l'Amérique latine, d'après leurs résultats, ne sont pas si réels que ça sur le terrain. Même si quand même, je tiens à le nuancer. On a tous vu les rassemblements énormes et la ferveur qu'il y avait jusque dans les rues pour voir la finale du tournoi du pouvoir et même d'autres épisodes en Amérique latine. Et je pourrais y joindre le Brésil, les vidéos sont encore actives sur YouTube. Il est allé sur place au Brésil à un événement, il pensait être accueilli comme une rockstar, ça n'a pas été le cas, mais il s'attendait à quoi? À ce qu'il y ait Neymar qui danse une samba pour lui en Goku, je comprends pas trop. Cet homme-là a donc été mis face à des contradictions, on lui disait que c'était extrêmement populaire quelque part, mais pas assez à son goût, ce qui lui a donné l'envie de conquérir certaines contrées, et d'étendre, comme est titré cet article-là, Dragon Ball vers le monde entier. Pour poursuivre la citation, il nous dit « Je me sentais préoccupé par le fait que Dragon Ball n'ait pas été étendu à l'échelle mondiale. À l'origine, on ne voyait pas la force et le pouvoir de diffusion de l'œuvre. Nous devons examiner cela de plus près et voir si nous pouvons faire davantage. Nous ne recherchons pas une approche taille unique, la même pour tous, mais plutôt des événements, tels que des championnats du monde de Dragon Ball, l'expansion des jeux, la création d'installations et tout ce que nous pouvons faire. Nous y travaillerons en parallèle. Jamais auparavant, il n'y avait eu une réception mondiale aussi simultanée de l'animé, sous-entendu et relativement à Dragon Ball Super, les 131 épisodes.
On peut dire que nous sommes désormais capables de faire des choses que nous n'avions même pas envisagées auparavant. Dès le début, j'ai commencé à réfléchir à l'expansion de Dragon Ball à l'étranger. Avec Dragon Ball Daima qui sortira à l'automne 2024, nous relevons le défi de créer une série animée avec une histoire complètement originale. Je suis heureux que toutes nos œuvres aient été bien accueillies à l'étranger. Bon, vous remarquez cette fixette qu'il y a sur le hors-Japon, sur s'étendre vers d'autres territoires, les conquérir, s'y développer là-bas comme si le Japon était une terre périmée. Et en quelques mots, ça a tendance à me rappeler, j'en avais déjà discuté lors d'un stream avec l'un d'entre vous, les enseignements qu'un professeur en marketing avait pu nous transmettre à l'époque avec la fameuse matrice BCG, Boston Consulting Group. C'est une espèce d'outil d'analyse stratégique qui essaie de globaliser un petit peu l'évolution du cycle de vie des produits et accessoirement des services au sein d'un marché, et ça essaye d'en donner une vue globale, même s'il y a toujours des exceptions, des choses qui sont un petit peu en dehors des cases, et tant mieux. Mais en gros, ça nous montre le marché d'une entreprise en le classifiant en 4 types de produits. Il y a les produits vedettes, les dilemmes, les vaches à lait et les poids morts. Les produits vedettes ont un très fort taux de croissance et une énorme part de marché. Pour Shueisha Auto Animation, c'est par exemple One Piece. Et quand je dis que c'est One Piece actuellement. Parce que évidemment, cela représente un cycle et donc tout est voué à évoluer et à bouger de case en case. Là où Dragon Ball était dans cette case vedette dans les années 90 par exemple. Sauf que désormais, notamment au niveau du marché japonais, là où il y a fait pleinement son cycle, il est plutôt considéré comme une vache à lait. Il s'accapare d'énormes parts de marché, et on le voit dans les résultats financiers notamment de Toei Animation, mais il croit que très peu. Ce qui différencie également les vedettes comme One Piece des vaches à lait comme Dragon Ball, c'est que pour One Piece, il faut investir beaucoup. Vous voyez tout ce qui est créé, tout ce qui est produit, tout le marketing, toute la communication sans cesse de la part de tous les ayants droit au travers le monde, et c'est cool. Tandis que pour Dragon Ball, c'était le cas dans les années 90, on était vraiment abreuvés, alors qu'aujourd'hui on a l'impression qu'ils en font très peu et reçoivent beaucoup. C'est typiquement la vache à lait. Le truc c'est que habituellement, soit on a beaucoup de chance et la vache à lait en reste une indéfiniment, soit elle devient progressivement un poids mort. Et l'entreprise va l'abandonner ou très peu l'alimenter pour conserver quelques succès d'estime. Le truc c'est que Akio Yoku s'est rendu compte de quelque chose, sûrement via ses études de marché et ses déplacements sur le terrain avec la Dragon Ball Room auprès de Shueisha. Ok, Dragon Ball a sûrement fait son bout de chemin au Japon, et il est probablement en bout de course là-bas, même si ça marche très fort, mais on ne peut pas forcément en tirer plus. Par contre, il y a certains marchés sur lesquels on peut inverser la tendance, inverser la balance et peut-être le replacer vers le cas vedette. C'est quelque chose de vraiment atypique, mais lorsque l'on a entre les mains le manga parmi les mangas, une légende parmi les légendes, à savoir Dragon Ball, cela peut se négocier. Et donc sa stratégie est d'alimenter le Japon mais en tant que vache à lait, et d'en faire une vedette dans tous les autres pays. C'est arrivé beaucoup plus tard ailleurs, notamment aux États-Unis, c'est arrivé beaucoup plus tard dans les années 2000. La France a eu pas mal de chance, Club Dorothée, etc., mais c'est relativement tardif, et les autres pays européens, malgré leur ferveur actuelle pour Dragon Ball, ont été beaucoup moins alimentés que nous, et beaucoup plus tardivement. Pour récupérer en quelque sorte ce qui n'a pas été fait ici, et pour que les autres pays génèrent autant de revenus et de bénéfices que ça a pu être le cas pour Dragon Ball au Japon durant tant d'années, eh bien Akio Yoku semble vouloir rattraper à minima, voire surpasser ce qu'aurait pu être le cycle de vie dans ces pays-là, dans ces zones, dont notamment l'Occident. Il y a toute une manne financière de ce côté-là, et en vérité, je trouve que c'est vraiment finement pensé. C'est une très belle analyse du marché de sa part, et ça peut réellement fonctionner à mon sens à 2 conditions. Produire de la qualité, et produire en quantité. Qualité visuelle, qualité scénaristique, respect de l'œuvre originelle, respect des travaux d'Akira Toriyama, respect de ses fans, prouver d'une réelle connaissance de l'œuvre, aussi bien de sa part, mais aussi surtout des exécutants en dessous de lui, et en quantité. C'est-à-dire que c'est bien beau de nous proposer un animé d'exception, mais pour que le marché répondre continuellement, il ne faut pas nous abandonner pendant 6 ans, ou nous laisser dans des questionnements qui durent autant de temps, comme ça l'a été dernièrement. Les arcs du manga ont pu nous occuper plus ou moins avec des hauts et des bas, les formats d'animation ont été ponctués par 2 films, Dragon Ball Super Broly qui pour moi est juste miraculeux, Dragon Ball Super Héros qui est une expérience sympathique en tant que one-shot mais pas à reproduire, sur laquelle ils ont énormément appuyé avec tous ses dérivés en jeux vidéo à outrance, avec des animés comics, des light novels, le remake en manga, et les perspectives d'avoir un vrai pur Dragon Ball vivant et également animé sont très éparses, très faibles, parfois qualitatives, parfois beaucoup moins, parfois nous laissant avec beaucoup de questions comme Dragon Ball Daima, nombreuses se questionnent sur la qualité du projet, et c'est tout à fait logique, même si j'ai de bons espoirs sur le fait que Daima ouvrira sur une nouvelle ère et que celle-ci sera beaucoup mieux gérée. En tout cas, cette parenthèse me paraissant importante clôturée, Akio Yoku nous dit que Dragon Ball Daima
a été annoncé au New York Comic Con. La série Dragon Ball, au sens global, est reconnue dans le monde entier. Cela n'a aucun sens de l'annoncer quelque part au Japon. Le Comic Con de New York aux États-Unis est un endroit idéal pour annoncer votre travail. Les gens qui comprennent la valeur de la culture y sont rassemblés. Et nous avons choisi le Comic Con en raison de sa capacité à diffuser notre travail à travers le monde. L'expansion à l'étranger est actuellement considérée comme un moyen nécessaire de faire connaître notre travail. Si l'on compare le flux de titres de manga vendus sous forme de livres, puis finalement transformés en animé fleuve, les développements outre-mer étaient ceux qui suivaient le flux. Ce qui signifie que dans le passé, c'était un propulseur, un ventilateur, dans le sens où l'expansion outre-mer, outre du Japon, a suivi plus tard. Je suis convaincu, nous dit Akio Yoku, que Dragon Ball a été pionnier dans beaucoup de choses en tant qu'animé japonais. J'ai le sentiment d'une mission que s'il y a quelque chose que personne d'autre n'a fait, je dois continuer à le remettre en question. Vous vous rendez compte ici à quel point encore il insiste sur l'étranger, à quel point il se sent reconnu. Et il sent que Dragon Ball est reconnu à l'étranger et compris peut-être même plus qu'au Japon actuellement. Cela expliquant à quel point il, entre guillemets, délaisse le marché, notamment en matière de communication, car en matière de production et de sortie, ça le sera forcément toujours autant, mais il y a presque une sensation de reniement de ses propres origines vis-à-vis du fait que celles-ci ont un petit peu tourné le dos à Dragon Ball, même s'il faut pas se mentir, Dragon Ball est ultra populaire au Japon, ça vend énormément, mais encore une fois, dans ce marché ultra concurrentiel, à propos duquel Akio Yoku va s'exprimer dans quelques instants, la tournure des choses se complique beaucoup au Japon, et donc il mise ses pions, la majorité d'entre eux, à l'étranger. C'est un pari très risqué, car au final, si l'on aime ces produits à l'étranger, c'est car il transpire la culture japonaise aussi. C'est pour cela que le défi dans lequel il se lance est vraiment complexe. Garder son originalité, son savoir-faire, son artisanat, tout en se mettant en valeur ailleurs, partout au travers le monde. C'est très compliqué et j'espère qu'ils y arriveront. J'aimerais appuyer sur le fait qu'Akio Yoku exprime le fait que produire un manga à l'ancienne, qu'il soit hebdomadaire ou mensuel, peu importe, puis ensuite qu'il devienne un animé fleuve, c'est la même chose que Dragon Ball à l'époque, qui a eu les animés Dragon Ball et Dragon Ball Z, que Naruto, qui a eu ses animés Naruto Shippuden, à savoir un manga qui sort en premier puis un animé. Ce n'est pas quelque chose en lequel il croit forcément de nos jours. Le marché a évolué selon lui, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Au final, ça avait déjà plutôt été initié par Dragon Ball Super, on avait vu ce rythme assez croisé étrange, et c'est pour cela qu'ils arrivent avec des propositions comme Dragon Ball Daima dès l'automne 2024, qui n'a pas de manga au préalable, tout en restant une histoire originale écrite par Akira Toriyama. On en vient donc, à mon sens, à un bouleversement du marché et de son fonctionnement tel qu'on le connaissait traditionnellement. On était tous biberonnés au manga puis à l'animé, ce n'est plus le cas et on peut avoir des œuvres qui sont formellement canon, avec implication de chacun des parties prenantes habituelles, sans qu'il y ait le format maître manga. Et donc les studios d'animation peuvent quelque peu s'émanciper de ces formats-là, n'en sont plus dépendants et peuvent créer, à condition évidemment d'avoir les accords nécessaires. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut totalement oublier les animés Moro et Granola, mais en effet on comprend désormais pourquoi ça n'a pas été le cas. Ils jugent que ce n'est pas forcément la première chose et la meilleure chose à faire. Et donc on peut s'attendre ces 10 prochaines années à ce qu'ils nous abreuvent à la fois d'expériences un petit peu à part et uniques à la Dragon Ball Daima, lorsqu'il n'y a rien, mixé à quelques sessions de trame principale, ce qui voudrait dire qu'au lieu d'avoir un animé qui se termine à une certaine date, à un certain moment donné, au lieu d'avoir un animé qui va inclure beaucoup de fillers, eh bien on pourra avoir de temps à autre la trame originelle principale, agrémentée d'autres éléments, d'autres productions séparées qui pourraient venir s'y greffer sans être dénommées en tant que telles, et qui seraient beaucoup plus qualitatives, tout en maintenant un flux en matière de quantité, et que les périodes de coupure soient inexistantes ou quasi en tout cas inexistantes, ce qui quand même est prometteur, à voir dans les faits comment cela se concrétisera. Évidemment, il y a les annonces et les promesses, mais ce qui compte forcément et fondamentalement, ce sont les actes et leur réalisation. Et justement, il va nous en dire plus. Il va nous parler d'une industrie, je cite, devenue trop compétitive. Il est difficile, nous dit-il, de voir la concurrence entre les animés en raison de l'émergence des sites de streaming, etc. La concurrence est devenue excessive. Nous ne devons pas créer une situation dans laquelle un manga devient un animé. Et lorsque l'animé est terminé, le contenu se termine, point barre, tel quel. La situation idéale est de créer une situation dans laquelle le téléspectateur moyen voit le contenu. Nous sommes dans un cycle de consommation et à certains égards, ce cycle devient de plus en plus éphémère et court. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'avoir un boom qui s'accumule puis s'éteint.
ce qui peut être un facteur qui fait que le contenu ne dure pas longtemps. Alors là, c'est extrêmement intéressant. C'est presque une synthèse et ça rebondit sur tout ce que l'on vient de dire et de détailler. Nous ne devons pas créer une situation où un manga devient un animé. Et lorsque l'animé est terminé, le contenu se termine tel quel. On ressent vraiment le contre-coup des animés traditionnels à la Dragon Ball d'époque, voire même Dragon Ball Super. Parce que même si DBS était en avance sur le manga, il avait tout de même une connexion indéniable avec le manga, les deux formats étaient plus ou moins liés, jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse scission qui a été faite de manière assez maladroite, on en convient tous. Et il nous dit que la situation idéale, c'est de toucher le téléspectateur moyen, qu'il puisse voir le contenu. Et là, ce n'est que ma propre appréciation de ses propos, que lorsqu'il parle du téléspectateur moyen qui voit le contenu, c'est-à-dire que le manga est peut-être plus pour le puriste, celui qui va chercher ses scans, ses tomes, ses chapitres. Alors que la plupart, et il a raison, je le vois depuis 8 ans ou je ne sais plus combien sur ma chaîne YouTube, loin de moi l'envie de dénigrer, mais combien de personnes ne regardent que les animés et s'en foutent totalement du manga? Alors vous êtes très nombreux à aimer lire, tout comme moi, et apprécier ces lectures, mais énormément de personnes peuvent s'en passer. Et c'est un petit peu comme lorsque l'on parle de jeux vidéo, on sait que les joueurs moyens, ce sont ceux qui jouent à Call of Duty et FIFA, qui vont acheter leur PlayStation avec, c'est presque eux qui font vivre le marché globalement, et après, même s'ils sont très nombreux, ils sont malgré tout minoritaires, vous avez des joueurs qui entrent dans de plus en plus de niches, avec les belles expériences solo narratives, avec en dessous pourquoi pas les jeux AA, avec en dessous les jeux indépendants, etc. etc. Et c'est parfait qu'il y ait tous ces consommateurs-là, mais ceux qui permettent à un marché de vivre sur le long terme pleinement, c'est le grand public, tel qu'il le qualifie lui, le téléspectateur moyen. Et celui-ci n'est pas forcément avec un livre à la main, n'est pas forcément avec son téléphone et son PC sur Manga Plus à lire les chapitres, mais il est plutôt sur sa télé, sur son téléphone, sur son PC ou peu importe, à regarder des animés sur les équivalents de Crunchyroll, Netflix, Disney et autres au travers le monde. Il se rend compte que les cycles de consommation sont de plus en plus courts et on s'en est bien rendu compte avec notamment le marché de la musique. Je reprends toujours cet exemple, mais fut une époque où un CD avec une seule chanson, un single, pouvait être écouté et poncé durant toute une année, alors que là, à peine écouté, on passe au suivant, il y a des playlists énormes. On ne sait même plus qui est-ce qui chante, c'est sympa, ça nous accompagne. Parfois on met de côté un titre, parfois pas parce qu'on est occupé et on a mis la musique en fond. Et l'appréciation est différente. Alors oui, ça amène beaucoup de quantité, ça résonne avec ses propos en début d'interview sur les 10 prochaines années à abreuver d'animés, de films et de jeux vidéo. Mais qu'en est-il et qu'en sera-t-il de la qualité ? Alors, à titre personnel, concernant Dragon Ball Daima, je suis plutôt rassuré, mais qu'en sera-t-il après? En tout cas, clôture-t-il pour ce premier article Akio-yoku. Ce sera difficile si nous ne créons pas un endroit où rivaliser différemment avec l'anime en termes de contenu. Il est conseillé que les œuvres qui sont actuellement populaires soient distribuées simultanément dans le monde entier pour répéter les générations et atteindre le prochain stade de popularité. Afin d'apporter une force à l'étranger, il faut jouer un rôle de premier plan. Pour qu'un producteur puisse assumer ce rôle, il doit transcender les frontières de l'organisation corporative. Il doit y avoir quelqu'un qui a une vue d'ensemble du travail et qui est en mesure de dire à chaque entreprise « Je pense que vous devriez faire cela. Je m'efforce d'être un catalyseur à travers diverses discussions pour que le contenu japonais continue. » Il est nécessaire d'avoir quelqu'un qui puisse dire « Le statu quo n'est pas suffisant. » Message plutôt positif, alors qu'il rebondit avec ce qu'il a déjà dit, avec mon petit retour sur la matrice BCG, etc. Mais surtout, le fait que le statu quo n'est pas suffisant et qu'il veut être le chef d'orchestre, centralisant les directions à prendre pour chacun des parties prenantes, à savoir qu'il veut bien se coordonner avec Toei Animation, chose qu'il fait déjà beaucoup sur Daima, avec les diverses compagnies de jeux vidéo pour indiquer la bonne direction à prendre selon lui, avec différentes entreprises de goodies et autres pour qu'elles aillent également dans le bon sens, ce qui était déjà en soi le rôle de la Dragon Ball Room, mais plus au sens de la discussion. Là, j'ai l'impression que Akio-yoku prend les rênes. En tout cas, la phrase que j'apprécie ici, c'est donc le statu quo n'est pas suffisant, à savoir que la stagnation rime souvent avec la régression et qu'il veut faire progresser les choses et donc agir, travailler, se bouger. Ça, j'apprécie. Ce qui met un terme au premier article et aux propos d'Akio-yoku, mais pas totalement, car il y en a un deuxième, et à la vue de la longueur de cet enregistrement, ce que je vous propose, c'est de se l'apprécier dans une seconde vidéo, sachant qu'il va rentrer dans des détails nettement plus techniques dans le second article, qui seront peut-être plus courts à analyser, mais demanderont un petit peu plus de notre attention pour s'y poser, donc c'est peut-être mieux que cela soit une partie remise. À très peu de temps, je vous rassure, je la produis dans la foulée. Tout d'abord, merci d'avoir été là du début à la fin de cette vidéo. Je vais me permettre d'y mettre un mot de passe étant donné que je ne le fais plus, car je ne produis plus de review Dragon Ball Super, le manga étant devenu assez horrible à mes yeux avec sa redite de super-héros.
J'ai préféré lever le pied sur les reviews. Si c'était pour chaque mois dire que c'était horrible, autant ne pas avoir de chaîne YouTube. J'ai préféré me focaliser sur le contenu qui me tenait à cœur et qui me passionne. Ceux qui sont restés jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Ioku le Kambu, parce que là c'est un vrai braquage ce qu'il a fait avec Dragon Ball, et cette récupération ou semi-récupération des droits, on verra plus tard ce que ça donne. Merci vraiment d'avoir été là du début à la fin, on se retrouve sur la partie 2 je l'espère. Merci vraiment pour tout, en ce début 2024, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, ça propulsera ma chaîne YouTube non pas à l'étranger mais dans l'algorithme de YouTube. Si on pouvait surpasser les 1500 voire 2000 pouces bleus, je vous en serais mais tellement reconnaissant. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez la cloche pour ne pas rater la partie 2, elle arrive sous peu. Merci de nouveau pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur pour la partie 2 ainsi que pour de prochains arts divinatoires.